Chapitre 1, l'avertissement. La pluie d'automne s'abattait sur les fenêtres de la maison des Wiggins tandis que Matthew, assis dans son bureau, examinait les rapports trimestriels de son entreprise de construction. À 35 ans, il avait fait de Wiggins Construction, de rien, l'une des entreprises les plus respectées de Denver. Ses mains calleuses, marquées par des années de travail manuel avant d'en devenir le patron, tenaient fermement les papiers tandis que le tonnerre grondait au-dessus de sa tête. La porte d'entrée claqua avec une force inhabituelle, le perturbant. Des pas rapides et paniqués résonnèrent dans le couloir, trop pressants pour la démarche gracieuse habituelle de sa femme Ashley. Le front de Matthew se fronça en entendant la voix aiguë et affolée de leur fils de 8 ans, Peter. « Papa. Papa, où es-tu » Matthew se leva de son fauteuil en cuir, remarquant le désespoir dans la voix de son fils. Peter fit irruption dans le bureau, et le cœur de Matthew fit un bond. L'œil gauche de son fils était gonflé, presque fermé, et des ecchymoses violet foncé s'étalaient sur sa joue. Du sang avait séché sous son nez, et ses vêtements d'école étaient déchirés et sales. « Bon Dieu, Peter, qu'est-ce qui t'est arrivé » Matthew s'agenouilla près de son fils, examinant délicatement les blessures avec ses mains qui avaient connu la violence dans sa jeunesse. Le dernier œil valide de Peter se tourna vers les fenêtres, puis vers la porte. « Papa, il faut qu'on déménage tout de suite. » Sa voix tremblait, mais il y avait une étrange maturité dans son ton qui glaça Matthew jusqu'aux os. « Ralentis, fiston. Dis-moi ce qui t'est arrivé. Qui t'a fait ça » Peter secoua violemment la tête. « On n'a pas le temps. Ils savent où on habite maintenant. On doit faire nos valises et aller quelque part où ils ne nous trouveront pas. » Il attrapa la chemise de Matthew de ses petits poings désespérés. L'instinct de Matthew, aiguisé par son enfance dans les quartiers difficiles de Denver, se réveilla. Ce n'était pas une bagarre de cours d'école classique. Peter avait été témoin de quelque chose. Quelque chose qui l'avait suffisamment terrifié pour exiger qu'il fuit leur maison. Qui sait où on habite ? Peter, il faut que tu me dises exactement ce qui s'est passé. Au lieu de répondre, Peter sortit son petit smartphone, un appareil qu'Ashley avait insisté pour lui acheter malgré les réticences de Matthew. Les mains du garçon tremblèrent lorsqu'il le déverrouilla et le tendit à son père. « J'ai filmé, papa. J'étais caché derrière le hangar à matériel quand je les ai entendus parler. » Matthew prit le téléphone, son intuition d'ouvrier du bâtiment le prévenant déjà que ce qu'il allait voir allait tout changer. Il appuya sur la lecture de la vidéo, et ce qu'il vit lui glaça le sang. L'image tremblante montrait deux silhouettes près du bâtiment de maintenance de l'école. Une femme aux cheveux auburn caractéristiques d'Ashley et un homme grand que Matthew ne reconnut pas. Le son était flou, mais il capta des fragments. Problème de mari, solution permanente, assurance, les enfants nous ont vus. La caméra tressauta alors que Peter essayait apparemment d'obtenir un meilleur angle, et soudain l'homme se tourna vers la caméra. Matthew serra les mâchoires en voyant le visage, manifestement beau et robuste, avec des yeux gris froids qui trahissaient la violence. L'homme pointa directement la cachette de Peter. Là, le quitte. La vidéo est devenue chaotique alors que Peter courait, mais pas avant d'avoir capturé les paroles de l'homme. Découvrez où ils vivent. On réglera les deux problèmes ce soir. L'enregistrement s'est terminé sur la respiration paniquée de Peter, caché dans ce qui semblait être une cabine de toilette. La vision de Matthew est devenue rouge. La femme dans la vidéo était sans aucun doute Ashley, sa femme depuis 10 ans, la mère de son enfant, et elle complotait quelque chose qui le considérait comme un problème nécessitant une solution permanente. Ils m'ont poursuivi. Papa, a murmuré Peter. Le grand homme m'a rattrapé près du parking et m'a frappé. Il a dit, si je racontais à qui que ce soit ce que j'ai vu, il te ferait du mal, à toi et à maman, mais papa. La voix de Peter s'est brisée. Je pense qu'ils veulent te faire du mal quand même. Matthew a serré son fils contre lui, sentant son corps trembler contre sa poitrine. À cet instant, quelque chose de fondamental s'est transformé en lui. Les derniers vestiges de l'homme qui croyait au pardon et aux secondes chances ont disparu, remplacés par quelque chose de plus dur, de plus froid, quelque chose forgé dans les fourneaux de la trahison. Peter, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement, a dit Matthew, sa voix s'est calmée malgré la rage qui montait en lui. Vas-y, monte à l'étage et prépare un sac avec tes affaires les plus importantes. Ne laisse pas ta mère te voir. Tu peux faire ça ? Peter hocha la tête, sa confiance en son père étant absolue. Bravo. Et Peter, tu as bien fait de me le dire. Je vais gérer ça,
mais j'ai besoin que tu sois courageux encore un peu. Tandis que Peter montait furtivement à l'étage, Matthew se rassit dans son fauteuil, l'esprit en ébullition. Ashley ne se contentait pas de tromper. Elle préparait quelque chose de bien pire. Et elle avait impliqué leur fils, l'avait mis en danger, avait laissé le mal lui être fait. C'était un non-retour. Il regarda son téléphone, parcourant ses contacts jusqu'à trouver un nom qu'il n'avait pas appelé depuis des années. J'aime Clark. J'aime diriger une entreprise de sécurité privée composée d'anciens militaires. Matthew avait servi dans l'armée avant de lancer son entreprise de construction. Si Ashley et son homme mystérieux pensaient jouer un jeu dangereux, ils étaient sur le point de découvrir à quoi ressemblait le vrai danger. Mais d'abord, il avait besoin de plus d'informations. Matthew ouvrit son ordinateur portable et envoya la vidéo sur une adresse email sécurisée, puis commença à faire des copies. Quoi qu'Ashley ait prévu, elle avait commis une grave erreur. Elle avait sous-estimé l'homme qu'elle avait épousé. La porte d'entrée s'ouvrit à nouveau et la voix mélodieuse d'Ashley s'écria « Je suis rentré. Désolé pour le retard. J'ai dû passer au bureau pour quelques dossiers. » Matthew écouta ses pas sur le parquet, l'entendit fredonner doucement en accrochant son manteau. Elle avait l'air si normale, si innocente. La femme qu'il avait aimée, en qui il avait eu confiance, avec qui il avait construit sa vie, entrait nonchalamment chez eux après avoir comploté sa mort et laissé son fils se faire battre. Matthew, Peter, où sont-ils tous? Il sauvegarda son travail et ferma l'ordinateur portable, puis se dirigea vers le salon où Ashley se tenait dans sa tenue professionnelle, une robe noire sur mesure qui moulait sa silhouette, ses cheveux auburn parfaitement coiffés malgré le temps. Elle était belle, d'une certitude absolue. Parce que l'alternative est bien pire. Matthew se pencha en avant, ses yeux tenant l'intensité froide qui l'avait rendu efficace au combat. Voici ce que vous devez comprendre, Edith. Clayton et Ashley passeront leur vie en prison fédérale. Ils auront le temps de réfléchir à leur choix, peut-être même de trouver la rédemption. Mais vous avez franchi une ligne qui ne peut pas être décroisée. Quelle ligne? Vous avez ciblé un enfant. Mon enfant, vous avez aidé à planifier la mort de Peter avec le mien. Cela fait de vous une menace pour ma famille qui doit être éliminée en permanence. L'implication était suspendue dans l'air comme une condamnation à mort. Edith regarda autour de la pièce, ne voyant aucune sympathie, aucune pitié, seulement la détermination du froid. Si je signe la confession et la garde, que m'arrive? Vous disparaissez, a simplement dit Théodore. Nouvelle identité, réinstallation dans un endroit où vous ne pouvez nuire à personne d'autre. C'est plus miséricorde que vous ne méritez. Et si je refuse? Le sourire de Matthew n'a pas eu de chaleur. Ensuite, nous gérons cela comme nous avons géré les problèmes en Afghanistan. Rapide, propre et permanent. Edith regarda la confession, comprenant que ses choix avaient conduit à ce moment. Elle pouvait signer et vivre le reste de sa vie en exil ou refuser et faire face à une exécution immédiate. Mes enfants seront placés avec une famille aimante qui pourra leur fournir les soins et la protection que vous n'avez pas réussi à leur donner, a interrompu Dwayne. Ils grandiront en sécurité, en bonne santé et heureux sans toi. L'insulte finale était que ces enfants seraient mieux sans elle, et tout le monde dans la salle le savait. Avec des mains serrées, Edith a signé les documents de remise des aveux et de la garde. Dès que l'encre a séché, Diemo a commencé à télécharger les fichiers pour sécuriser les serveurs qui les transmettraient automatiquement au service de la loi et aux services sociaux. Le transport est prêt, a annoncé Jem. 2 de ses agents sont entrés dans la maison et ont escorté Edith vers la porte. Elle a fait demi-tour une dernière fois pour regarder ses enfants endormis. Ils ne se souviendront pas de moi, non? Demanda-t-elle tranquillement. Finalement, ce sera une bénédiction, a répondu Matthew. Alors qu'Edith était amenée à commencer son exil, l'équipe de Matthew a sécurisé la maison et s'est préparée à l'arrivée des services sociaux. Emma et Marcus se réveilleraient pour trouver leur mère disparue et leur vie s'est transformée, mais ils seraient en sécurité. L'opération était terminée. Clayton Matisse passerait le reste de sa vie en prison fédérale. Ashley faisait face à des décennies derrière les barreaux. Edith avait été en permanence comme une menace pour les enfants innocents. Matthew est sorti dans la lumière du soleil du matin, sentant le poids de la semaine dernière s'installer sur ses épaules. La justice avait été rendue, mais le coup avait été énorme. Son mariage était terminé. Sa confiance en l'humanité s'est brisée. Son fils a traumatisé par des expériences qu'aucun enfant ne devrait endurer. Mais Peter était en sécurité.
Et à la fin, c'était tout ce qui comptait. Son téléphone a sonné. Peter appelant du Montana. Papa, quand viens-tu me chercher? Tu me manques. Bientôt, fils. Très bientôt. Êtes-vous prêt à rentrer à la maison? Oui, monsieur. Mais papa, tout va bien maintenant? Matthew regarda la maison où deux enfants se réveilleraient bientôt dans une nouvelle vie. Libres de la mère qui les avait terrorisés. Il a pensé à Clayton Mathis assis dans une cellule de détention fédérale, ne comprenant probablement toujours pas à quel point il avait été dépassé. Il a imaginé Ashley dans une salle d'interrogatoire, comprenant enfin l'ampleur de sa trahison. Oui, Peter, dit-il finalement. Tout va aller maintenant. Le calcul était terminé. Chapitre 9. Le prix de la justice. 3 mois après la confrontation de l'entrepôt, Matthew Wiggins s'est tenu dans la salle de visite de l'institution correctionnelle fédérale de Florence, Colorado. En face de lui, séparé par du verre renforcé, assis Clayton Mathis. L'ancien prédateur avait l'air hagardé, son apparence soigneusement maintenue remplacée par le pouvoir d'un homme qui avait découvert que la prison fédérale détenait ses propres formes de justice unique. Je dois admettre que Clayton a dit par téléphone, je vous ai complètement sous-estimé. Matthew a étudié l'homme qui avait planifié sa mort avec une telle précision méthodique. Vous avez fait l'erreur de supposer que tout le monde jouait selon vos règles. Comment le saviez-vous? Du début. Je veux dire, quand avez-vous réalisé ce que faisait Ashley? Je ne l'ai pas fait au début, a admis Matthew. Ashley était bonne dans son rôle, mais quand Peter est rentré à la maison battu et terrifié, parlant de gens qui savaient où nous vivons, mon instinct est entré en jeu. Tout après cela ne faisait que suivre l'épreuve. Clayton se pencha en avant, véritable curiosité dans ses yeux. Les antécédents militaires que nous avons manqués. Comment avons-nous manqué cela? Parce que vous avez fait des recherches sur Matthew Wiggins, le propriétaire de l'entreprise de construction, pas Matthew Wiggins, l'ancien rangé de l'armée. Mes enregistrements de service ont été classés suffisamment profonds pour que vos vérifications des antécédents standards ne puissent pas y accéder. Et votre équipe, des hommes avec lesquels j'ai servi, des hommes qui me devaient leur vie et à qui je devais le mien. Nous avons traversé l'enfer ensemble, Clayton. Votre opération n'était qu'une autre mission. Clayton était silencieux pendant un long moment. Puis a posé la question qui l'avait évidemment hanté. Pourquoi tu ne m'as pas juste tué? Vous avez eu toutes les justifications, chaque opportunité. Matthew a soigneusement examiné la question. Parce que je ne suis pas toi. Je ne tue pas pour le plaisir ou la commodité. La justice exigeait que vous fassiez face aux conséquences de vos actions d'une manière qui empêcherait les futures victimes. La vie à la prison fédérale est sa propre condamnation à mort. Oui, c'est. Et chaque jour, vous vous réveillez dans cette cellule, vous vous souviendrez des familles que vous avez détruites. C'est une punition plus appropriée qu'une mort rapide. À travers le verre, Matthew pouvait voir que la prison avait déjà commencé à briser l'esprit de Clayton. La confiance suprême qui avait fait de lui un prédateur aussi efficace avait disparu, remplacé par le look creux d'un homme qui avait finalement rencontré son match. Et Ashley? Demanda Clayton. 2 ans, éligible à la libération conditionnelle en 15 ans. Si elle continue de coopérer avec les enquêtes fédérales sur votre réseau, elle aide les autorités à localiser et à indemniser les familles de votre victime, et elle finira par sortir. L'expression de Matthew s'est endurcie. Elle sortira à l'âge de 53 ans, si elle vit aussi longtemps. La prison n'est pas gentille envers les femmes qui aident à assassiner leur mari. L'implication était claire. La coopération d'Ashley pourrait obtenir une peine plus légère, mais cela ne la protégerait pas des violences qui attendaient des tueurs d'enfants et des meurtriers de conjoints en prison fédérale. Ta belle-sœur? Edith a une nouvelle identité et une nouvelle vie dans un endroit où elle ne peut blesser personne. Ses enfants prospèrent avec une famille adoptive qui sait réellement comment fournir l'amour et la stabilité. Clayton a absorbé ces informations, puis a posé la question que Matthew s'attendait. Et Peter, comment ton fils traite-t-il tout ça? La voix de Matthew s'adoucit légèrement. Les enfants sont résilients. Peter sait que sa mère a fait de très mauvais choix et que parfois les adultes échouent aux gens qui leur font confiance, mais il sait aussi que son père le protégera toujours, peu importe le coût. Connaît-il les détails de ce que vous avez fait? Il sait que des gens dangereux ont menacé notre famille et que son père a éliminé cette menace. Quand il sera plus âgé, je lui raconterai toute l'histoire. Il comprendra pourquoi c'était nécessaire.
Clayton se pencha en arrière sur sa chaise, étudiant Matthew avec un nouveau respect. Vous savez, si les circonstances avaient été différentes, nous aurions pu être des alliés. Nous sommes tous les deux capables de faire des choses terribles si nécessaire. Non, dit fermement Matthew. Nous ne sommes rien de semblable. Vous tuez à des fins de profit et de plaisir. Je tue pour protéger les innocents. Cette différence est tout. La visite s'est poursuivie pendant quelques minutes de plus, Clayton demandant des détails sur l'opération qui avait conduit à sa chute. Matthew a répondu à certaines questions et a dévié d'autres. Mais ce qui est devenu clair, c'est que Clayton essayait de comprendre comment quelqu'un qu'il avait considéré comme une proie avait si complètement tourné les tables. À la fin de la visite, Clayton a eu une dernière question. En regrettez-vous? La tromperie, la violence, la destruction de tant de vies. Matthew se tenait pour partir, puis se retourna pour faire face à l'homme qui avait prévu d'assassiner sa famille. Je regrette que ce soit nécessaire. Je regrette qu'Ashley ait choisi la trahison pour la loyauté. Je regrette que Peter ait dû apprendre des leçons aussi difficiles sur la nature humaine à un si jeune âge. Mais je ne regrette pas de protéger ma famille, et je ne regrette pas de m'assurer que vous ne blesserez jamais personne d'autre. C'est une très belle ligne que vous marchez, Matthew. Peut-être, mais c'est ma ligne et je peux vivre en étant de ce côté. Matthew a quitté la prison et est rentré chez lui dans la maison qu'il ne partage maintenant qu'avec Peter. 11 ans maintenant, il était devenu plus grand et plus grave. Les événements de la journée tous les soirs, une pratique qui les a aidés à traiter les changements dans leur vie. Prison? Demanda Peter. C'était une question qui se posa périodiquement, et Matthew avait appris à y répondre honnêtement pendant son âge. Un jour. Mais d'ici là, vous serez un adulte de votre propre vie. Elle ne pourra plus nous blesser. Pensez-vous qu'elle nous aimait vraiment? C'était la question la plus difficile de tous, et un Matthew a eu du mal avec lui-même. Je pense qu'elle aimait l'idée de nous, mais pas assez pour nous choisir plutôt que de l'argent et de l'excitation. Le véritable amour signifie être disposé à sacrifier pour les gens qui vous soucient. Ta mère a choisi de nous sacrifier à la place. Peter a considéré cela, puis a fait la tête avec la cisdomée de l'enfête. Toujours. Le réseau avait formé un lien encore plus serré. Wiggins Construction, tandis que le cabinet de conseil de Theodore a traité des enquêtes d'arrière-plan pour tous les nouveaux employés. Ils avaient créé quelque chose de sans précédent, une organisation civile ayant une efficacité militaire et une loyauté absolue envers les familles de l'autre. C'est, à refléter Matthew, probablement ce que le réseau de Clayton aurait pu devenir s'il avait été construit sur la confiance au lieu de la peur. Son téléphone bourdonnait d'un texte de j'aime. Le nouveau client veut discuter de la sécurité de sa famille. Dit que sa femme a agi étrange ces derniers temps. Cela semble familier. Matthew sourit sinistrement en tapant en arrière, mettant en place la réunion. Certaines leçons doivent être enseignées plus d'une fois. La guerre contre des prédateurs comme Clayton Matisse ne se terminerait jamais vraiment. Il y aurait toujours des gens prêts à détruire les familles à des fins lucratives, à cibler les enfants, à tirer parti de leurs parents, à utiliser l'amour comme arme. Mais maintenant, il y avait aussi un réseau de protecteurs prêts à répondre. Alors que Matthew éteignait les lumières et vérifiait son fils endormi une dernière fois, il ressentait une satisfaction qui n'avait rien à voir avec la vengeance. Et tout à voir avec la justice. Clayton était enfermé pour toujours. Ashley. Ne jamais être croisé sans conséquence. Devait l'admettre. Belle et redoutable. Salut, ma belle, dit-elle avec un sourire qui lui avait fait fondre le cœur. Où est Peter? Son sac à dos est près de la porte, mais la maison est si calme. Il est en haut, répondit Matthew, scrutant son visage à la recherche d'un quelconque signe de tromperie. Une dure journée à l'école. L'expression d'Ashley se transforma en inquiétude. Une performance digne d'un Oscar. Oh non, que s'est-il passé? Il va bien? Quelqu'un lui a fait du mal, dit Matthew prudemment. Il l'a roué de coups. La main d'Ashley se porta à sa bouche, visiblement choquée. Oh mon Dieu! Tu as appelé l'école? La police? Il faut qu'on le fasse. C'est réglé. Matthew l'interrompit, sa voix chargée d'une tension qui fit s'arrêter Ashley. Je m'en occupe. Une lueur passa dans les yeux d'Ashley. Était-ce du soulagement? De la peur? Matthew ne pouvait le dire, mais il nota sa réaction pour une analyse ultérieure. Bon,
Je devrais aller voir comment il va, dit Ashley en se dirigeant vers l'escalier. Il dort, dit Matthew fermement. Laisse-le se reposer. Ashley hocha la tête, mais Matthew l'a surpris à jeter un nouveau coup d'œil vers le sac à dos de Peter. Elle cherchait quelque chose. Probablement le téléphone, voulant savoir si Peter avait enregistré quelque chose de dangereux. Je vais préparer le dîner, dit-elle. Enfin. On devrait parler de renforcement de la sécurité ici si des élèves à l'école agressent d'autres enfants. L'ironie de ces paroles n'échappa pas à Matthew. La sécurité était exactement ce dont il avait prévu de parler, mais pas de la manière dont elle l'avait imaginé. Tandis qu'Ashley se dirigeait vers la cuisine, Matthew prit sa décision. La partie était lancée, mais Ashley et son homme mystérieux ignoraient totalement qu'ils affrontaient maintenant quelqu'un qui avait été forgé dans des conditions bien plus difficiles que l'infidélité en banlieue. Ils voulaient l'éliminer. Il venait de déclarer la guerre à la mauvaise personne. Il prit son téléphone et composa le numéro de Jem Clark. Il était temps de demander des faveurs. Chapitre 2. L'enquête. Le lendemain matin, le temps était gris et froid, à l'image de l'humeur de Matthew, assis dans son camion devant Meridian Marketing Solutions, l'agence de publicité où Ashley travaillait comme chargé de clientèle. Il avait passé la nuit sur le canapé, prétextant des maux de dos, tandis qu'Ashley dormait paisiblement dans leur lit, une performance qui l'aurait impressionné si elle ne l'avait pas rempli de dégoût. Jem Clark se glissa sur le siège passager, son visage buriné portant les cicatrices de multiples déploiements à l'étranger. À 42 ans, il se déplaçait avec la grâce et l'efficacité d'un homme ayant passé des années en territoire hostile. Son entreprise de sécurité, Shield Tactical, employait d'anciens membres des forces spéciales spécialisées dans la sécurité d'entreprise et les enquêtes privées. Trop bizarre, Wiggins, dit Jem en tendant à Matthew une tablette contenant des renseignements préliminaires. J'ai demandé à mon technicien d'améliorer la vidéo que ton gars a filmée. Le son est plus clair maintenant. Matthew prit la tablette et brancha des écouteurs. Le son amélioré fit grimper sa tension artérielle. La voix d'Ashley. La police d'assurance vie a doublé l'année dernière lorsqu'il a développé l'entreprise. 2 millions de dollars, voix masculine inconnue. Et tu es sûr qu'il n'a pas changé de bénéficiaire? Ashley. Certainement. Je m'occupe de toute notre paperasse. Le seul problème, c'est de faire croire que c'est accidentel. Voix masculine. Laisse-moi faire. J'ai géré des problèmes plus graves qu'un ouvrier du bâtiment. Ashley, et ses associés? César Meadows et Dwayne. Voix masculine. Et eux? Ashley, il pourrait poser des questions. Matthew est paranoïaque au sujet des protocoles de sécurité. Un accident sur le chantier serait suspect. Voix masculine. Alors on ne le fait pas sur le chantier. Accident de la route. Violation de domicile qui a mal tourné. J'ai des contacts. L'enregistrement continuait avec des détails accablants. Mais Matthew en avait assez entendu. Il rendit la tablette à Jem, la mâchoire serrée par une fureur contenue. Coup professionnel. Jem observa. Ce n'est pas une dispute amoureuse qui a mal tourné. Votre femme a recruté des hommes de main. Qu'avez-vous trouvé d'autre? Jem feuilleta plusieurs photos sur la tablette. L'homme mystérieux est Clayton Mathis, 38 ans. Ancien militaire, mais démobilisé pour conduite déshonorante. Depuis, il a été lié à 3 morts suspectes. Toutes maquillées pour des accidents. Toutes impliquant des versements d'assurance vie. Il est intelligent, prudent et cher. Matthew examina la photo de Clayton. L'homme aurait pu être le frère de Matthew. Même carrure, très similaire, mais là où le regard de Matthew était chaleureux et intègre, celui de Clayton était froid et calculateur. Comment Ashley l'a-t-elle rencontré? C'est là que ça devient intéressant. Jem a sorti un autre dossier. Il y a 6 mois, Ashley a engagé Meridian pour gérer la publicité d'un nouveau client, Mathis Consulting, la véritable façade de Clayton. Mais voilà le hic, le cabinet de conseil n'est qu'une coquille vide. Pas de vrais clients, pas de service concret. Son seul but est de blanchir l'argent de ses autres activités. Les pièces du puzzle se sont mises en place dans l'esprit de Matthew. Elle ne l'a pas rencontré par hasard. Aucune chance. Clayton a fait des recherches sur elle, l'a probablement identifiée comme un atout potentiel des mois avant de prendre contact. En examinant ses relevés financiers, Ashley dépense bien plus que le revenu familial.
Cartes de crédit, vêtements de luxe, bijoux. Elle planifie tout cela depuis un moment. Matthew sentit la rage froide et familière l'envahir. Le même sentiment qu'il avait éprouvé au combat lorsque les tirs ennemis s'approchaient trop près de son escouade. Et Peter? Depuis combien de temps savait-il qu'il pouvait poser problème? D'après l'enregistrement audio amélioré, ils ont discuté de l'emploi du temps du garçon à plusieurs reprises. Il savait qu'il restait après l'école pour le club d'art le jeudi. Clayton l'attendait. La révélation qu'ils avaient ciblé son fils de 8 ans avec préméditation a poussé Matthew au-delà de ses forces. Il a fermé les yeux et a pris plusieurs grandes inspirations, canalisant sa colère vers quelque chose de plus utile. Je veux les surveiller tous les deux 24 heures sur 24. Je veux savoir où ils vont, tous ceux à qui ils parlent, chaque respiration qu'ils prennent. Déjà en mouvement, confirma Jem. Mais Matthew, il y a autre chose, quelque chose de plus grave. Matthew a regardé son ancien camarade de l'armée, reconnaissant le ton annonçant de mauvaises nouvelles. Ashley n'est pas la première cible de Clayton cette année. Nous traquons 2 autres cas au schéma similaire. Harold Preston à Sacramento, propriétaire d'une entreprise de construction, versement d'une indemnité d'assurance vie, épouse remariée 8 mois après son accident. Ronald Wheeler à Phoenix, promoteur immobilier. Même schéma. Seigneur. Combien de personnes ce salaud a-t-il tué? Au moins 6 que nous pouvons prouver. Probablement plus. Et voilà le vrai problème. Les 2 veuves ont depuis eu leurs propres accidents après que l'argent de l'assurance a été transféré en toute sécurité sur des comptes offshore. L'implication frappe à Matthew comme un coup dur. Même si Ashley parvenait à le faire tuer, elle ne vivrait pas assez longtemps pour profiter de l'argent. Clayton jouait à long terme, utilisant des femmes comme elle comme des biens jetables. Elle ne se doute pas qu'elle est déjà morte, dit doucement Matthew. Personne ne se doute jamais. Clayton est patient, méthodique. Il instaure la confiance, isole ses cibles de leur réseau de soutien, puis élimine tous ceux qui pourraient le relier au crime. Matthew fixait du regard, de l'autre côté du parking, l'immeuble où sa femme était probablement assise à son bureau, à répondre à ses emails et aux appels de ses clients, tout en planifiant son meurtre. La femme qu'il avait aimée, protégée et nourrie non seulement le trahissait, mais marchait aveuglément vers sa propre exécution. Un homme normal aurait pu éprouver de la pitié pour elle. Matthew n'éprouvait que du mépris. Son téléphone vibra, un SMS d'Ashley. « Dis donc, ma belle, je travaille tard ce soir. Ne m'attends pas. Je t'aime. » « Laisse-moi deviner, » dit Jem en lisant l'expression de Matthew. Tard dans la nuit au bureau. Ouais, probablement en train de rencontrer Clayton pour finaliser les détails. Matthew démarra le moteur du camion. Il était temps de rendre visite à de vieux amis. Que as-tu en tête? Le sourire de Matthew était dénué de chaleur. Ashley et Clayton se croient jouer aux échecs tandis que moi, je joue aux dames. Ils sont sur le point d'apprendre la différence entre un ouvrier du bâtiment et un sapeur de combat. 20 minutes plus tard, ils arrivaient sur le parking de Wiggins Construction. L'entreprise que Matthew avait fondée occupait un vaste complexe de bureaux, de parcs à matériel et d'ateliers. Plus qu'une simple entreprise, c'était une famille, 140 employés qui lui confiaient leur gagne-pain. César Meadows et Dwayne Ree, ses associés et amis les plus proches, l'attendaient dans la salle de conférence lorsque Matthew arriva. Tous 2 avaient servi à ses côtés en Afghanistan et avaient investi toutes leurs économies dans l'entreprise lorsque Matthew l'avait créée 8 ans plus tôt. César, ancien expert en explosifs, était désormais directeur de la sécurité. Sa nature méthodique et son souci du détail leur avaient valu de nombreuses récompenses en matière de sécurité et permis de maintenir leur prime d'assurance à un niveau bas. Dwayne, ancien enquêteur de la police militaire, s'occupait des ressources humaines et de la sécurité de l'entreprise. « Messieurs, » dit Matthew en fermant la porte de la salle de conférence derrière lui et Jem. « Nous avons un problème. » Pendant l'heure qui suivit, Matthew exposa tout. La vidéo, le passé de Clayton, la trahison d'Ashley, la menace pesant sur Peter. Il vit l'expression de son ami passer de l'incrédulité à la colère, puis à une détermination froide. « Alors, quel est le plan ?» demanda Dwayne lorsque Matthew eut terminé. « Ils veulent jouer avec le feu, » répondit Matthew. « On va leur faire vivre un brasier. » César se pencha en avant, le regard noir intense. « De quoi avez-vous besoin ? » D'un accès à l'ancien entrepôt militaire. Matthew répondit, « Le matériel que nous avons conservé de notre passage à l'étranger. »
Les deux hommes hochèrent la tête. Lorsqu'ils avaient créé l'entreprise, ils avaient acquis du matériel spécialisé via des surplus militaires, certains officiellement, d'autres grâce aux relations qu'ils avaient tissées au cours de leur déploiement. Le matériel était stocké dans un bunker sécurisé sous le bâtiment principal. Du matériel de surveillance, du matériel de communication et d'autres outils pour une opération d'envergure, poursuivit Matthew. On va retourner les méthodes de Clayton contre lui. Et Ashley, demanda Dwayne. L'expression de Matthew se durcit. Ashley a fait son choix en mettant notre fils en danger. Ce qui lui arrivera sera la conséquence de ce choix. James sortit sa tablette et leur montra les photos de surveillance prises ce matin-là. Clayton séjourne au Grand Windsor Hotel, en centre-ville. Suite luxueuse payée comptant. Il s'attend à une opération de courte durée. À quel point, demanda César. D'après ses habitudes, il élimine généralement sa cible principale dans les 2 semaines suivant le premier contact avec les agents locaux. Comme Ashley lui fournit des informations depuis 6 mois, je dirais qu'il nous reste peut-être une semaine avant qu'il ne passe à l'action. Matthew se leva, sa décision se cristallisant. Alors, on agit en premier. Mais on le fait intelligemment, proprement et définitivement. Quand on aura terminé, Clayton Mathis regrettera d'avoir entendu le nom de Wiggins. Alors qu'ils planifiaient leur contre-offensive, Matthew sentit une sombre satisfaction l'envahir. Ashley et Clayton avaient commis l'erreur de cibler non seulement un homme, mais une fraternité forgée au combat. Ils voulaient détruire sa vie. Ils venaient de déclarer la guerre à la mauvaise famille. La donne allait changer radicalement. Chapitre 3. L'ampleur de la trahison. 3 jours après le début de l'enquête de Matthew, l'ampleur du complot d'Ashley et Clayton commença à apparaître. Matthew était assis dans le bunker sécurisé sous le bâtiment Wiggins, entouré d'écrans diffusant des images de surveillance, des relevés financiers et des interceptions de communication. Ce qu'il découvrit aurait brisé un homme plus faible. Diemo Canrel, le spécialiste informatique de GEM, avait passé 72 heures d'affilée à déchiffrer les communications cryptées d'Ashley. L'expertise de l'ancien analyste de la NSA en criminalistique numérique avait mis au jour un réseau de tromperies remontant à près de 2 ans. Votre femme a joué sur le long terme, dit Guermot, ses yeux injectés de sang reflétant la tension de sa séance marathon. Regardez ça. Le premier email daté d'il y a 18 mois. Envoyé depuis le compte personnel d'Ashley à une adresse cryptée, plus tard reliée à Clayton. Cible confirmée. Matthew Wiggins, Wiggins Construction, Denver. Fortune nette d'environ 4,2 millions de dollars. Assurance vie de 2 millions de dollars. Complications potentielles. Partenaires commerciaux ayant un passé militaire. Un enfant, 8 ans. Liens familiaux solides. Évaluation. Risque gérable. Récompense élevée. Matthew serra les mains en lisant sa propre vie réduite à une évaluation ciblée. Mais la situation a empiré. Elle a tout documenté. GMO a continué à extraire d'autres fichiers. Vos routines quotidiennes, vos habitudes de sécurité, vos réunions professionnelles, et même l'emploi du temps scolaire de Peter. Elle a compilé un profil opérationnel complet. La série de communications suivantes montrait Ashley rapportant les déplacements de Matthew avec une précision militaire. La cible part au travail à 6h45 tous les jours. Retourne entre 18h et 19h, sauf en cas de problème sur le chantier. Le samedi matin à la salle de sport, Mountain Fitness, Colfax. Le dimanche en famille. Généralement au parcours en randonnée. Porte une arme dissimulée, un Glock 19, mais pas chez elle. Système de sécurité domestique de base. Rarement armée en journée. James siffla doucement. Elle te surveille depuis plus d'1 an. Ce n'est pas une simple trahison. C'est une opération militaire. Matthew parcourut d'autres communications. Chacune lui servait de poignard dans la poitrine. Relation de la cible avec son fils. Très forte. Point de pression possible en cas d'échec de l'action directe. L'enfant me fait entièrement confiance. Partenaires commerciaux, mi-doserie, anciens militaires, recommandent de les éliminer également s'ils deviennent suspects. Faire passer cela pour un accident du travail. La cible souffre de problèmes de santé mineurs, de maux de dos et de maux de tête dus au stress. Possibilité d'empoisonnement progressif si le calendrier le permet. La dernière communication envoyée il y a seulement 2 jours contenait le calendrier opérationnel. Phase interminée.
Cible totalement isolée de ses alliés potentiels. Prêt pour la phase 2. Recommandé pour vendredi soir. Accident de la route sur l'autoroute 70. S'assurera que l'enfant soit avec sa grand-mère ce soir-là. Matthew leva les yeux de l'écran et vit ses amis et alliés le regarder avec une expression de rage à peine contenue. Ces hommes l'avaient suivi lors d'échanges de tirs infernaux en Afghanistan, mais rien ne les avait préparés à une trahison aussi calculée. Il y a plus, dit doucement GMO. J'ai retracé la structure opérationnelle de Clayton. Il a un réseau. L'écran suivant montrait un réseau de connexion qui glaçait Matthew. Clayton ne travaillait pas seul. Il avait une équipe de spécialistes. Della Randolph, ancienne technicienne pharmaceutique, experte en poisons intraçables. Angelo Roland, mécanicien spécialisé dans les scénarios d'accidents de la route. Kirk Stevens, informaticien chargé des changements d'identité et des transferts financiers. Edith Erickson, la sœur d'Ashley, servait de relais pour les communications et les alibis. Sa sœur, Matthew, chuchota, Edith en savait plus que tout, répondit Guillermo d'un ton sombre. Elle fait partie de l'opération depuis le premier jour. Regardez ça. L'écran affichait des SMS entre Ashley et Edith datant du mois précédent. Ashley, Matthew commence à se méfier de mes dépenses. Il s'interrogea sur les achats de bijoux. Edith, tiens-toi au plan. Une fois terminé, tu auras assez d'argent pour ne plus jamais avoir à te soucier de mari suspect. Ashley, et Peter? Il adore son père. Les enfants d'Edith s'adaptent, surtout avec un fonds fiduciaire généreux et un beau-père qui sait gérer les problèmes. Leur désinvolture quant à la destruction de la vie de son fils a transformé Matthew, au-delà de la rage, en une situation plus froide et plus dangereuse. Il se leva lentement, son geste provoquant la tension chez les autres. César, j'ai besoin que tu contactes Theodore Snow, dit Matthew, faisant référence à un ancien agent de la CIA désormais sous contrat privé. Dis-lui que nous avons besoin d'un profil psychologique complet de Clayton Matisse et de son réseau. À quoi penses-tu? Demanda Dwayne. Je pense qu'on ne se contente pas de les arrêter, répondit Matthew. On les détruit si complètement que leurs noms deviennent des récits édifiants. James sortit un autre jeu de dossier. Il y a encore une chose que tu dois voir. Nous avons retracé les finances de Clayton via plusieurs sociétés écrans. Les documents financiers ont révélé la véritable ampleur des opérations de Clayton. Au cours des 5 dernières années, il avait orchestré la mort d'au moins 12 personnes, accumulant plus de 20 millions de dollars en indemnités d'assurance, escroqueries successorales et transferts d'actifs. Chaque victime avait été soigneusement sélectionnée, isolée et éliminée. Mais la découverte la plus effrayante résidait dans le schéma. Après chaque opération réussie, Clayton éliminait méthodiquement ses complices. Les femmes qui l'aidaient ciblaient leurs maris, les spécialistes qui réalisaient les aspects techniques. Tous ont finalement subi des accidents. Ashley est déjà morte, dit doucement Matthew. Elle ne le sait pas encore. Alors, quel est le problème? Demanda Dwayne. Matthew se dirigea vers un coffre-fort sécurisé dans un coin du bunker et en sortit un dossier intitulé « Contingence Alpha ». Des protocoles d'urgence qu'ils avaient élaborés pour l'entreprise mais jamais utilisés. À l'intérieur se trouvaient des plans détaillés de scénarios nécessitant des mesures extrêmes pour protéger leur entreprise et leur famille. Nous allons donner à Clayton exactement ce qu'il veut, dit Matthew en étalant les documents sur la table. Un Matthew Wiggins mort. Le silence se fit dans la salle tandis que les implications s'imposaient. Simulez votre mort? César demanda. Mieux que ça. On va laisser Clayton me tuer, ou du moins croire qu'il l'a fait. Ensuite, pendant qu'Ashley et lui fêteront leur succès, on démantèlera systématiquement toute leur opération dans l'ombre. GMO leva les yeux de ses ordinateurs. C'est vraiment brillant. Si Clayton se prend pour un, il baissera la garde. Commencez par éliminer les témoins, y compris Ashley, ajouta Jem d'un ton sombre. Matthew hocha la tête. Elle a fait son choix. Maintenant, elle en subit les conséquences. Il marqua une pause, son expression s'adoucissant légèrement. Mais d'abord, mettons Peter en sécurité. Je ne veux pas que mon fils devienne un dommage collatéral dans cette guerre. Dwayne avait déjà pris son téléphone. Mon frère Frank Baxter possède ce ranch dans le Montana. Ancien marine, bonne sécurité. Complètement hors de portée. Peter pourrait y rester jusqu'à la fin. Parfait. Prenez les dispositions nécessaires. Matthew se tourna vers le groupe. Messieurs,
nous avons 4 jours pour planifier l'opération la plus importante de notre vie. L'échec n'est pas envisageable, car si nous échouons, Clayton s'en prend à ses prochaines victimes. Et le sang de ma famille est sur nos mains. Alors que son équipe se dispersait pour commencer les préparatifs, Matthew fixait les photos de surveillance d'Ashley quittant son immeuble. Elle paraissait heureuse, confiante, pensant probablement à la nouvelle vie qu'elle aurait après sa mort. Elle ignorait totalement que son mari, celui qu'elle prenait pour un simple ouvrier du bâtiment, allait leur apprendre, ainsi qu'à Clayton Mathis, ce que signifiait affronter quelqu'un forgé dans l'épreuve de la guerre. L'élève allait devenir le maître, et la leçon serait écrite avec du sang. Chapitre 4. Le maître d'échecs. Matthew se tenait dans son bureau à 3 heures du matin, les yeux rivés sur une carte tactique en 3 dimensions étalée sur son bureau. Des punaises rouges marquaient les positions d'Ashley et Clayton. Les punaises bleues indiquaient les positions de son équipe et les punaises jaunes indiquaient les sites d'embuscade potentiels. Pour un observateur extérieur, cela aurait pu ressembler à la préparation d'une opération militaire, ce qui était en substance le cas. Peter avait été transporté sain et sauf au ranch de Frank Baxter, dans le Montana, la veille au soir, pour rendre visite officielle à son oncle Frank pour une semaine de camping. Le garçon avait hésité à partir, sentant que quelque chose clochait. Mais la promesse de Matthew de tout lui expliquer à son retour avait suffi. Son fils étant désormais en sécurité, Matthew pouvait se concentrer sur le jeu mortel qui l'attendait. Theodore Snow arriva à 3h15 précise. Se déplaçant dans l'ombre avec la grâce fluide qui avait fait de lui une légende à l'époque où il travaillait pour la CIA. À 51 ans, le visage buriné de Theodore arborait la carte des opérations dans une douzaine de pays hostiles. Mais son esprit restait d'une vivacité d'esprit remarquable. C'est une situation intéressante, Wiggins, dit Theodore en acceptant une tasse de café et en examinant les dossiers des services de renseignement. Clayton Mathis est plus dangereux que votre première évaluation ne le laissait penser. Comment cela? Theodore sortit une tablette contenant des profils psychologiques classifiés. J'ai contacté d'anciens contacts. Mathis n'est pas seulement un tueur, c'est un génie sociopathe. Un QI de 157, une mémoire photographique et aucun lien affectif avec autrui. Il considère les gens comme des ressources à exploiter et à rejeter. Matthew étudia son profil. Le service militaire de Clayton s'avéra initialement prometteur. Résultats élevés, évaluation tactique et leadership, mais des problèmes de discipline commencèrent à apparaître 6 mois après son déploiement. Des incidents de violence excessive lors des interrogatoires, des vols présumés d'objets culturels irakiens, et enfin l'incident qui conduisit à sa démobilisation, l'exécution de 3 insurgés présumés qui s'étaient déjà rendus. Il fut démis de ses fonctions non pas pour avoir tué, poursuivit Theodore, mais pour le plaisir qu'il y avait pris. Son commandant remarqua que Mathis manifestait une excitation sexuelle lors des violences. Cette révélation ajouta une dimension inquiétante à la menace. Clayton ne cherchait pas seulement l'argent. C'était un prédateur qui avait trouvé le moyen d'assouvir ses pulsions les plus sombres tout en tirant profit. Et son réseau? Des personnes fragilisées soigneusement sélectionnées, répondit Theodore. Della Randolph perdit son permis d'exercer la médecine pour vol de stupéfiants. Puis son mari la quittait, incapable d'arrêter de consommer. Angelo Roland a des dettes de jeu qui le tueraient s'il ne continuait pas à gagner de l'argent. Kirk Stevens est un schizophrène paranoïaque qui pense que le gouvernement le surveille via son ordinateur. Quant à Edith, le visage de Theodore s'assombrit. Ta belle-sœur est peut-être plus dangereuse que Clayton, lui qui est un sociopathe. C'est une narcissique qui a la folie des grandeurs. Elle se croit sincèrement supérieure à tous ceux qui l'entourent et que les règles morales normales ne s'appliquent pas. Matthew assimila cette information, ajustant son image mentale de l'opposition. Recommandation. Ne sous-estimez aucune d'entre elles, mais concentrez-vous sur Clayton. Éliminez-le, et le réseau s'effondre. Ces hommes sont des instruments, pas de véritables croyants. À 4 heures du matin, le reste de l'équipe de Matthew se rassembla dans le bunker sécurisé. Les 3 derniers jours avaient transformé l'espace en centre de commandement militaire. Go avait établi des liaisons de communication sécurisées, des flux de surveillance et des contre-mesures électroniques. Jem avait positionné ses agents tactiques de protection à des points stratégiques de la ville. César et Dwayne avaient mobilisé les ressources de l'entreprise de construction d'une manière qui aurait impressionné leurs anciens commandants. Rapport d'étape, commença Matthew. Jem consulta sa tablette. Clayton a rencontré Angelo Roland hier dans un atelier de réparation automobile du côté sud.
Ils ont examiné une berline volée, de la même marque et du même modèle que votre camion. Ils prévoient de vous percuter sur l'autoroute 70, probablement ce soir ou demain. Les déplacements d'Ashley augmentent la surveillance de vos activités. Elle a suivi votre GPS grâce au service de localisation de votre téléphone. Hier, elle a interrogé Peter sur vos projets de week-end, notamment si vous feriez votre séance de sport habituelle du samedi matin. Dwayne a consulté des relevés financiers. Nous avons retracé les transferts d'argent de Clayton vers son réseau. 50 000 à Angelo pour l'accident, 25 000 à Della pour ses services et 20 000 à Kirk pour ses papiers d'identité. Ils avancent vite, ce qui signifie que nous allons plus vite, dit Matthew. César, où en sommes-nous sur le projet spécial? César sourit, l'air d'un homme qui appréciait son travail. La doublure est prête. Jimmy Vega, du cinéma, me doit une faveur depuis que nous avons assuré la sécurité de ce tournage. Les effets spéciaux professionnels d'Hollywood sont méconnaissables, mais avec vos dossiers dentaires, vos échantillons d'ADN et vos effets personnels. Matthew hocha la tête. Le plan était audacieux, mais nécessaire. Il mettrait en scène sa mort de manière à satisfaire les exigences de Clayton tout en offrant à Matthew le statut de mort présumé dont il avait besoin pour sa contre-attaque. Théodore, j'ai besoin de stratégies de guerre psychologique. Comment les briser mentalement avant de les détruire physiquement? L'ancien agent de la CIA sourit froidement. La plus grande force de Clayton est sa croyance en sa propre supériorité. Nous la brisons en lui montrant qu'il a été déjoué par des gens qu'il considère comme inférieurs. La faiblesse d'Ashley est son narcissisme. Elle ne peut concevoir les conséquences de ses actes. Les tactiques spécifiques à Clayton démontrent que toute son opération est compromise dès le début. Montrez-lui des images de surveillance de ses moments privés. Des informations personnelles qu'il croit secrètes. La preuve qu'il a toujours été à votre écoute. Pour Ashley, exposez-la à la réalité des intentions de Clayton. Laissez-la découvrir qu'elle est remplaçable. Rien ne détruit un narcissique plus vite que de réaliser qu'il n'est pas le personnage principal de sa propre histoire. Matthew étudia la chronologie qu'ils avaient établie. D'après leur communication, ils prévoient de déménager demain soir. Cela nous laisse 18 heures pour tout finaliser. Diemo leva les yeux de ses ordinateurs. J'ai préparé des dossiers de preuves numériques qui seront automatiquement téléchargés dans les bases de données des forces de l'ordre une fois déclenchés. Dossiers financiers, communication, preuves vidéo, tout le nécessaire pour garantir que les survivants soient inculpés au niveau fédéral. Et les enfants, demanda Dwayne. Edith a 2 enfants. Angelo a une fille. L'expression de Matthew s'adoucit légèrement. Les dommages collatéraux doivent être minimisés, mais leurs parents ont choisi de participer au meurtre. Les enfants sont placés en protection sociale après l'arrestation ou l'élimination de leurs parents. Le silence se fit dans la salle tandis que les implications les submergeaient. Ils planifiaient la destruction systématique d'un réseau criminel entier, une tâche qui nécessitait la mort de plusieurs personnes. Quelqu'un aurait-il des doutes, demanda Matthew à voix basse. J'aime pris la parole au nom du groupe. Ces gens prévoyaient de vous assassiner, vous et probablement votre fils. Ils en ont tué au moins 12 autres. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la lutte antiparasitaire. Théodore acquiesça d'un signe de tête. D'après mon expérience, les gens comme Clayton ne s'arrêtent que lorsqu'ils sont définitivement arrêtés. Chaque jour, ils restent opérationnels. Des innocents meurent. Matthew regarda autour de lui ses frères d'armes. Des hommes qu'il avait suivis dans un véritable enfer et qui étaient maintenant prêts à l'aider à créer un autre genre d'enfer pour ses ennemis. Ensuite, nous procéderons comme prévu. Demain soir, Matthew Wiggins meurt dans un tragique accident. Dimanche matin, Clayton Mathis et son réseau découvriront ce que signifie être traqué par des fantômes. Tandis que l'équipe se dispersait pour effectuer les derniers préparatifs, Matthew rentra chez lui une dernière fois. Ashley dormait paisiblement dans leur lit, rêvant probablement de sa nouvelle vie financée par sa mort. Il se tenait sur le pas de la porte, mémorisant son visage, non par amour, mais pour se rappeler exactement à quoi ressemblait la trahison. Demain, la guerre commencerait et Matthew avait l'intention de la gagner avec une telle détermination que des hommes comme Clayton Mathis y réfléchiraient à 2 fois avant de s'en prendre à des familles comme la sienne. Le chasseur allait devenir la proie. Chapitre 5. Le piège se referme. Le vendredi soir arriva avec une chaleur inhabituelle qui électrisa les rues de Denver de possibilités. Ashley Wiggins observa une dernière fois son reflet dans le miroir de la salle de bain,
appliquant du rouge à lèvres d'une main ferme malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. Ce soir, après 18 mois de préparatifs minutieux, elle serait enfin libre. À 19h30, Matthew l'embrassa sur le seuil de la porte, ses lèvres effleurant son front avec la même tendresse qu'il avait manifestée tout au long de leur mariage. S'il se doutait de quoi que ce soit, sa performance était impeccable. « Conduis prudemment », dit Ashley, parvenant à insuffler juste ce qu'il fallait d'inquiétude dans sa voix. « Les routes sont encore glissantes à cause de la pluie d'hier. »« Je le fais toujours », répondit Matthew en soulevant son sac de sport. « Je dînerai probablement avec César après l'entraînement. »« Ne m'attends pas », Ashley regarda par la fenêtre du salon la Ford F noire de Matthews quitter le rallye et disparaître dans la circulation du soir. Elle attendit exactement 3 minutes, le temps qu'il atteigne la première intersection, avant de composer le numéro de Clayton. « Il vient de partir », dit-elle sans préambule. Timbre parfait. La voix de Clayton était calme et professionnelle. Angelo est en position au kilomètre 47. De là à temps à l'hôpital général de Denver avec les contacts des urgences. Kirk a les transferts d'identité prêts à être exécutés. Et après, tu es une veuve endeuillée qui hérite de tout. Nous attendrons le matin approprié. Puis tu disparais pour commencer ta nouvelle vie. Ashley ferma les yeux, imaginant la maison aux îles Caïmans que Clayton lui avait montrée avec des photos des comptes bancaires numérotés, la liberté de sortir de l'existence étouffante de la classe moyenne de Matthew. Après ce soir, elle n'aurait plus jamais à faire semblant de se soucier des plannings de chantier, des réunions de sécurité ou des amis ennuyeux de son mari. « Je t'aime », murmura-t-elle au téléphone. « Je sais », répondit Clayton, et la ligne fut coupée. À 20 mètres de là, Matthew Wiggins était assis sur le siège passager d'une Ford F150 identique, conduite par Sean Bass, l'un des agents les plus fidèles de GEM. Il suivait l'autoroute 70 exactement comme Matthew le faisait chaque vendredi soir, tout en gardant une distance prudente avec le camion qui transportait la cible que Clayton et Angelo attendaient. Ce camion, conduit par Jeffrey Cotton, un autre agent tactique du Shield, contenait la doublure de qualité hollywoodienne que César avait dénichée. Le plan était élégant dans sa simplicité. Laisser l'équipe de Clayton commettre son crime parfait, avec une épave calcinée et un corps trop endommagé pour être immédiatement identifié. Le temps que les dossiers dentaires soient traités, des dossiers qui avaient été modifiés dans la base de données du coin par le piratage de Kirk lui-même. Matthew serait officiellement mort. Véhicule cible repéré. La voix de Jeffrey grésillait dans la radio cryptée. Berline noire. 2 occupants se tenaient derrière les barrières de béton au kilomètre 47. Matthew ressentit une satisfaction glaciale. Après des mois de traque, il s'apprêtait à renverser la situation face à ses prédateurs. À toutes les unités, ici commandement. La voix de GEM résonna dans le système de communication. Exécutez la première phase. La suite se déroula avec une précision militaire. Le camion de Jeffrey prit le virage au kilomètre 47 et la berline volée d'Angelo Roland jaillit de derrière les barrières de béton, percutant le côté passager à 96 km/h. La collision fut catastrophique, exactement comme Clayton l'avait prévu. Mais ce que Clayton n'avait pas prévu, c'était l'engin incendiaire que César avait installé dans la cabine du camion. L'explosion transforma le véhicule en un brasier roulant qui brûla si fort qu'il fit fondre l'asphalte en dessous. « Magnifique travail », murmura Matthew, regardant les flammes consumer ce que Clayton croyait être son corps. Angelo Roland tituba hors de sa berline accidentée, le sang coulant d'une blessure à la tête. Il réussit à sortir son portable et à composer le numéro de Clayton. C'est fait, Alta-Teil. Cible éliminée. Mais j'ai besoin de soins médicaux. Négatif. La voix de Clayton était glaciale. Vous connaissez le protocole. Les yeux d'Angelo s'écarquillèrent de panique en comprenant ce que Clayton voulait dire. Avant qu'il puisse répondre, un seul coup de feu tiré depuis la position de Guillermo, à la lisière des arbres, mit fin définitivement à l'opération. Phase 1 terminée, annonça GEM. Passage à la phase 2. Pendant que les secours se précipitaient sur les lieux de l'accident, l'équipe de Matthew entamait la deuxième phase de l'opération. Clayton avait commis une erreur critique dans sa sécurité opérationnelle. Il se croyait le seul prédateur en lice. À 21h15, Ashley reçut l'appel qu'elle attendait. Un agent de la patrouille d'État du Colorado l'informa que son mari avait été tué dans un accident de la route sur l'autoroute 70. Elle exprima magnifiquement son deuil, s'effondrant sous le choc apparent, sanglotant au téléphone avec juste ce qu'il fallait d'hystérie.
20 minutes plus tard, Clayton arriva chez elle pour réconforter la veuve endeuillée. Il la serra dans ses bras tandis qu'elle pleurait, lui murmura des mots rassurants sur leur avenir commun et l'aida à appeler sa famille pour lui annoncer la terrible nouvelle. Aucun d'eux ne remarqua les micro-caméras installées par Gummo dans toute la maison, ni les dispositifs d'écoute qui transmettaient chaque mot au centre de commandement de Matthews. Elle est vraiment convaincante, observa Dwayne en observant la performance d'Ashley sur les écrans. Un talent naturel, répondit Theodore. Les narcissiques sont d'excellents acteurs quand les enjeux sont importants. À 22h30, Ashley appela Edith pour lui annoncer la nouvelle. La réponse de sa sœur révéla l'ampleur de leur complot. Oh, Ashley, quelle horreur! La voix d'Edith parvint à exprimer le choc et le chagrin. D'imagination. Ta méthodologie est efficace, mais prévisible. Le regard de Clayton parcourut les hommes qui l'entouraient, cherchant des faiblesses dans leur formation. Tu ne peux pas me tuer. Trop de témoins. Trop de preuves. Vous êtes des ouvriers du bâtiment, pas des assassins. J'aime Clark rit. Un rire dénué d'humour. Des ouvriers du bâtiment? Clayton, tu n'as vraiment pas fait tes devoirs. Matthew et son équipe sont d'anciens entrepreneurs militaires qui ont passé 3 missions en Afghanistan à éliminer des cibles à haute valeur V. Ce que tu vois, c'est qu'une entreprise de construction est en fait une couverture pour une opération d'un tout autre genre. La révélation frappa Clayton comme un coup de poing. Il avait enquêté sur l'identité apparente de Matthew, mais avait manqué la vérité profonde. Wiggins Construction était composé d'anciens membres des forces spéciales qui avaient reconverti leurs compétences militaires dans le civil. Quelle beauté de votre plan, poursuivit Matthew. Était-ce de la simplicité? Cibler un homme d'affaires prospère, séduire sa femme, éliminer toute menace, percevoir l'argent de l'assurance, et recommencer. Mais vous avez choisi le mauvais homme d'affaires. César s'est avancé. Son expertise en explosifs était évidente dans son comportement. Voyez, Clayton, nous suivons tout votre réseau depuis des mois. Chaque communication, chaque transfert financier, chaque planque. Vous ne dirigez pas une opération. Vous participez à la nôtre. Le pistolet de Clayton vacilla légèrement lorsque l'ampleur de son erreur de calcul devint évidente. Vous ne pouvez rien prouver. Ashley témoignera que j'étais avec elle toute la soirée. Ashley. Dwayne sortit son téléphone et fit écouter une conversation enregistrée. La voix de Clayton emplit l'entrepôt après le transfert de l'argent de l'assurance. Nous éliminons la femme. Protocole standard. Pas de témoin. Le visage de Clayton devint blanc en réalisant que l'enregistrement avait été réalisé lors d'une conversation qu'il croyait privée. C'est impossible. Nous avons utilisé des communications cryptées. Guillermo émergea de derrière une colonne de soutien, son ordinateur portable ouvert et affichant des flux de surveillance en temps réel. Rien n'est crypté avec des capacités de niveau NSA. Nous sommes dans votre réseau depuis le premier jour. La guerre psychologique produisait l'effet escompté. Le complexe de supériorité soigneusement construit de Clayton s'effondrait lorsqu'il réalisa qu'il avait été déjoué à chaque instant. Voilà ce qui va se passer, dit Matthew, sa voix imprégnée de l'autorité d'un homme habitué au commandement. Tu vas appeler Ashley et lui dire qu'il y a eu une complication. Tu dois accélérer le calendrier pour éliminer les témoins. Je ne le ferai pas, César leva son arme, le viseur laser braqué sur le front de Clayton. Tu le feras, ou on zappera la torture psychologique et on passera directement à l'élimination physique. À toi de choisir. Clayton regarda une dernière fois l'entrepôt autour de lui, puis attrapa lentement son téléphone. Matthew fit un signe de tête à Gummo, qui activa l'appareil d'enregistrement. Ashley, c'est moi, dit Clayton lorsqu'elle répondit. On a un problème. La police pose plus de questions que prévu sur l'accident de Matthew. On doit accélérer le calendrier. Que veux-tu dire? La voix d'Ashley exprimait une inquiétude sincère. Je veux dire, nous devons éliminer les témoins potentiels ce soir. Tous ceux qui pourraient nous relier à l'opération. Il y eut un silence au bout du fil. Tu parles de tuer des gens. Je parle de protéger notre avenir. Ça a toujours fait partie du plan, Ashley. Tu le savais? Non, je pensais qu'on éliminait simplement Matthew. Tu n'as jamais parlé de tuer d'autres personnes. Le regard de Clayton croisa celui de Matthews, comprenant le piège tendu. Matthew avait orchestré cette conversation pour exposer Ashley à la réalité de ce dans quoi elle s'était impliquée. Ashley, écoute-moi bien, continua Clayton,
suivant les instructions gestuelles de Matthew. J'ai tué 12 personnes ces 5 dernières années. Matthew n'était qu'un salaire de plus. Et quand cette opération sera terminée, tu auras un accident aussi. C'était le plan depuis toujours. Le silence à l'autre bout du fil dura près de 30 secondes avant que la voix d'Ashley ne revienne. Petite et effrayée. Tu mens. Vérifie ton ordinateur portable. Je t'ai envoyé des fichiers documentant chaque opération. Regarde le schéma, Ashley. Toutes les femmes qui m'ont aidé finissent par mourir dans les 6 mois. Matthew fit signe à Clayton de raccrocher. La ligne coupée, Guillermo confirma qu'Ashley avait bien accédé aux fichiers automatiquement téléchargés sur son ordinateur. La phase 4 est désormais lancée. Theodore annonça que le réseau de soutien ciblé était psychologiquement compromis. Matthew étudia le visage de Clayton, constatant la prise de conscience progressive qu'il avait été manipulé pour détruire sa propre opération. Tu te demandes comment il a su exactement quoi te faire dire. Profilage psychologique, expliqua Theodore, les sociopathes sont prévisibles une fois qu'on comprend leur motivation profonde. On considère les autres comme des ressources jetables. Sous pression, on révèle toujours la vérité sur ses intentions, car on ne conçoit pas de véritables relations humaines. La main de Clayton se crispa sur son pistolet. Tu crois avoir gagné? J'ai encore des contacts, des ressources. Ce n'est pas fini. En fait, si, dit Dwayne en consultant sa tablette. Tes comptes offshore ont été gelés par les autorités fédérales. Tes maisons sécurisées sont sous surveillance. Della Randolph est en détention fédérale et Kirk Stevens est traité pour plusieurs crimes. Et Ashley, a demandé Clayton, le sourire de Matthew n'a pas eu de chaleur. Ashley est sur le point d'apprendre ce qui arrive aux gens qui trahissent leur famille comme s'ils étaient invoqués par ses paroles. Le téléphone de Matthew a sonné. Le nom d'Ashley est apparu sur l'idée de l'appelant. Matthew. La voix d'Ashley était hystérique, sanglotant. Matthew, quelque chose ne va pas Clayton, il m'a menti. Il a tué des gens. Il allait aussi me tuer. Matthew a activé le haut-parleur afin que Clayton puisse entendre la panique de sa femme. C'est impossible, Ashley. Je suis mort. Rappelez-vous, vous m'avez regardé brûler sur l'autoroute 70. Le silence qui a suivi était absolu. Quand Ashley a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure. Comment connaissez-vous l'accident? Parce que je sais tout, Ashley. Je connais les 18 mois de surveillance. Je connais la participation de votre sœur. Je connais l'argent de l'assurance et la maison et les quémans. Plus important encore, je sais que vous avez choisi Clayton plutôt que votre propre famille. Matthew, s'il vous plaît, je peux expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Vous avez fait votre choix lorsque vous mettez notre fils en danger. Lorsque vous lui avez permis d'être battu et menacé. C'était à ce moment que notre mariage a pris fin. Clayton a écouté la conversation avec le désespoir croissant. Son opération soigneusement construite se dérangeait. Et la femme qu'il avait manipulée pour trahir son mari mendiait maintenant ce même mari pour le pardon. Que voulez-vous? Demanda Ashley, la voix brisée. Justice, a répondu Matthew. Et tu vas m'aider à le livrer? La fin du jeu approchait et Clayton Matisse commençait à comprendre qu'il n'avait pas chassé une victime. Il était entré dans le réseau d'un prédateur beaucoup plus dangereux. Chapitre 7, le gambit final. Ashley Wiggins était assise dans son salon à 3 heures du matin. 12 victimes sur 5 ans. Chaque opération suivant le même modèle méthodique. Séduire une femme près de la cible. Rassembler l'intelligence. Éliminer la cible principale, puis éliminer le complice. Les fichiers que Clayton avait envoyés contenaient des photos des femmes qui l'avaient aidé. Martha Preston à Sacramento, Gloria Wheeler à Phoenix, Sandra Mitchell à Tucson, toutes désormais mortes, leur mort organisée comme accident ou suicide après que Clayton ait obtenu des paiements d'assurance vie de leur mari. Ses mains tremblaient alors qu'elle atteignit son téléphone et composait le numéro que Matthew lui avait donné. « Je suis prête à aider » murmura-t-elle quand il répondit. « Bien. Voici ce que vous allez faire. » 20 minutes plus tard, Ashley traversait les rues vides de Denver vers l'entrepôt où Matthew tenait Clayton captive. Voiture. Charmant homme d'affaires qui l'avait séduite, mais le tueur de sang-froid qui avait prévu sa mort après leur première réunion. Clayton, dit-elle tranquillement. Je sais ce que vous êtes. L'expression de Clayton a changé, le masque de charme glissant pour révéler le prédateur en dessous.
Vous ne comprenez pas. Ces fichiers ont été fabriqués. Matthew essaie de vous retourner contre moi. Montrez-lui, a déclaré Matthew à Guermo. Le spécialiste de la technologie a activé un grand moniteur monté sur le mur de l'entrepôt. Des images de sécurité ont commencé à jouer à Clayton strangle Gloria Wheeler de Clayton. Dit en tant que vidéo suivante, montrant Clayton poussant une femme à partir d'un balcon à Sacramento. Et vous auriez été le numéro 13. La façade de Clayton a finalement craqué complètement. Toi stupide salope, grogna-t-il à Ashley. Tu étais toujours consommable. Pensiez-vous vraiment que je partagerais 20 millions de dollars avec une femme au foyer de banlieue qui ne pouvait même pas séduire correctement son propre mari? La cruauté décontractée dans sa voix a frappé Ashley comme un coup physique. Pour la première fois depuis le début de l'opération, elle a compris la vraie nature de l'homme en qui elle avait confiance avec sa vie. Voici ce qui va se passer, a déclaré Matthew. Sa voix portant l'autorité d'un homme habitué aux décisions de vie et de mort. Clayton, vous allez appeler vos contacts restants et leur dire que l'opération est compromise. Vous allez les commander de disperser et de disparaître. Je ne le ferai pas, César s'avança, son arme entraînée sur la rotule de Clayton. Vous le ferez, ou nous commencerons avec vos jambes et progresserons. Votre choix. Clayton regarda autour de l'entrepôt, ne voyant aucune route d'évasion, aucun effet de levier, aucun moyen de reprendre le contrôle de la situation. Avec une réticence visible, il a passé les appels, ordonnant à son réseau restant d'abandonner leur position et de fuir. Excellent, a déclaré Matthew lorsque les appels étaient terminés. Maintenant pour la phase finale. Théodore a produit un document juridique de sa mallette. Il s'agit d'une confession détaillée, Clayton. Il énumère toutes les opérations que vous avez effectuées, chaque personne que vous avez tuée et chaque crime que vous avez commis. Vous allez le signer, et si je refuse, alors nous ignorons les nerfs juridiques et gérons cela comme nous avons traité des problèmes en Afghanistan, a répondu Jem froidement. Clayton a lu la confession, son visage grandissant plus pâle à chaque page. Le document était complet, détaillant les crimes que même le FBI ne connaissait pas. La signature garantirait à vie en prison sans possibilité de libération conditionnelle. C'est l'extorsion, a-t-il finalement dit. C'est la justice, a corrigé Matthew. Vous avez 60 secondes pour décider. Prison fédérale ou une tombe peu profonde dans le wilderness du Colorado. Clayton regarda Ashley, espérant peut-être un signe de soutien ou de sympathie. Au lieu de cela, il n'a vu que la répulsion et la peur. La femme qu'il avait manipulée pour trahir sa famille comprenait maintenant exactement quel genre de monstre elle s'était alliée. Où est ma garantie que vous honorerez cet accord? Demanda Clayton. Tu as ma parole, répondit Matthew. La parole d'un travailleur de la construction. Le sourire de Matthew était prédateur. La parole d'un homme qui vient de dépasser quelqu'un qui pensait qu'il était la personne la plus intelligente de la pièce. Avec une réticence visible, Clayton a signé la confession. Dès que l'encre a séché, Jem a activé un dispositif de communication sécurisé. Contrôle. C'est le bouclier réel. Le colis est prêt pour la livraison. Les portes de l'entrepôt ont ouvert et 6 agents fédéraux sont entrés, dirigés par l'agent spécial Loretta Freeman du FBI organisé Crime Task Force. Elle a approché Clayton avec des menottes et un mandat. Clayton Mathis, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, une fraude par fil, une fraude à l'assurance et un racket. Vous avez le droit de rester silencieux. Alors que les agents conduisaient Clayton, il se tourna vers Ashley avec une purène dans ses yeux. Vous pensez que cela vous sauve? Vous êtes toujours un accessoire pour tenter le meurtre. Vous passerez le reste de votre vie en prison. Ashley regarda Matthew, désespoir dans ses yeux. A-t-il raison? L'expression de Matthews était illisible. Cela dépend de la coopération que vous êtes avec l'enquête fédérale. L'agent spécial Freeman a approché Ashley avec un deuxième ensemble de menottes. Madame Wiggins, vous êtes également en état d'arrestation. Cependant, compte tenu de votre coopération et des preuves que nous avons récupérées, le procureur est prêt à discuter d'un accord de plaidoyer. Alors qu'Ashley était emmenée, elle a regardé Matthew une dernière fois. Et Peter? Et notre fils? Peter ira bien, a répondu Matthew froidement. Il sera élevé par des personnes qui comprennent le concept de loyauté. L'entrepôt est resté silencieux alors que les agents fédéraux partaient avec leurs prisonniers. L'équipe de Matthews a commencé à démonter leur équipement, effaçant toutes les traces de leur exploitation. Vous pensez qu'ils auront des phrases à perpétuité?
demanda Dwayne. Clayton le fera. Theodore a répondu. Ashley pourrait obtenir 15 à 20 si elle coopère complètement. Matthew se tenait dans l'entrepôt vide, ressentant une sombre satisfaction. Le règne de terreur de Clayton Mathis était terminé, et Ashley passerait les 2 décennies suivantes à réfléchir aux conséquences de la trahison de sa famille. Mais l'opération n'était pas encore terminée. Il y en avait encore un lâcher pour s'attacher. Messieurs, Matthew a déclaré, nous avons un arrêt de plus à faire. 20 minutes plus tard, il se tenait devant la maison d'Edith Erickson, la sœur et co-conspiratrice d'Ashley. À travers les fenêtres, il pouvait la voir des valises d'emballage, se préparant apparemment à fuir maintenant que l'opération s'était effondrée. Le téléphone de Matthew a sonné. C'était Peter appelant du ranch de Frank Baxter au Montana. « Papa, j'ai vu sur les nouvelles de votre accident, mais tu vas bien, non? Vous avez promis de tout expliquer. » La voix de Matthew s'est adoucie en parlant à son fils. « Je vais bien, Peter. Et oui, je vais tout expliquer lorsque vous rentrerez à la maison. Êtes-vous prêt à entendre une histoire sur les raisons pour lesquelles les bons hommes doivent parfois faire des choses terribles pour protéger leur famille? Oui, monsieur. Ensuite, écoutez attentivement. Comme Matthew a dit à son fils la vérité sur la trahison, la justice et le prix de la loyauté, son équipe s'est préparée pour le dernier chapitre de leur opération. Edith Erickson était sur le point de découvrir que certaines dettes ne pouvaient être payées que dans le sang. Le calcul était presque complet. Chapitre 8, dette sanguin. Edith Erickson a jeté des vêtements dans une valise avec un désespoir frénétique à l'approche de Down. La nouvelle de l'arrestation de Clayton lui avait atteint il y a 20 minutes par des chaînes cryptées, et elle savait que le filet fédéral se fermerait bientôt. Ses 2 enfants, Emma et Marcus, dormaient profondément dans leur lit, ignorant que la cupidité de leur mère était sur le point de détruire leur vie. À 33 ans, Edith possédait les mêmes cheveux et yeux verts d'Auburn que sa sœur Ashley, mais où Ashley avait maintenu au moins une façade de chaleur maternelle. Edith calculait la froideur enveloppée dans des vêtements de créateur. Elle avait été l'architecte de la séduction d'Ashley par Clayton, voyant une opportunité d'éliminer le beau-frère qu'elle avait toujours méprisé tout en obtenant une manne financière substantielle. Son téléphone bourdonnait d'un appel entrant d'un numéro inconnu. Contre son meilleur jugement, elle a répondu « Bonjour Edith ». La voix de Matthew était calme, presque conversationnelle. Quittant la ville, le sang d'Edith se figea. À travers la fenêtre de sa chambre, elle pouvait voir les silhouettes des hommes armés positionnés autour de sa maison. « Matthew, je pensais que tu étais mort. Beaucoup de gens ont fait cette erreur ces derniers temps. Nous devons parler. Je n'ai rien à te dire, mais j'ai beaucoup à te dire. Tout ce qui a été fabriqué par les communications. » Et Edith a réalisé avec une terreur croissante que Matthew ne l'appelait pas arrestation. Il appelait pour la condamner. La porte d'entrée a explosé vers l'intérieur alors que Jem Clark et Dwayne entraient avec une précision militaire. Edith a crié et a couru vers les chambres de ses enfants. Mais César Meadows a émergé du couloir, bloquant son chemin. « Vos enfants sont en sécurité », a déclaré César calmement. Ils dorment et ils continueront à dormir jusqu'à ce que ce soit fini. Nous ne sommes pas des monstres, Edith. Matthew est entré par la porte d'entrée, suivi de Theodore Snow et Go Canrell. Dans les environs familiers d'une maison de banlieue, les hommes avaient l'air encore plus dangereux. Les soldats opérant dans un environnement civil à des fins mortelles. « Asseyez-vous », commanda Matthew, faisant un geste vers le canapé du salon. Edith n'avait pas d'autre choix que de se conformer. Elle s'est retrouvée entourée de 6 hommes qui ont rayonné de compétences mortelles, chacun représentant un aspect différent de la cauchemar qu'elle avait aidé à créer. « Voyons vos crimes », a déclaré Theodore, en consultant une tablette. Conspiration pour commettre un meurtre, un accessoire pour attaquer un mineur, une fraude, un complot et, surtout, la trahison de la famille. « Je veux un avocat », a déclaré Edith, essayant de maintenir un semblant de protection juridique. « Les avocats sont destinés aux personnes confrontées à des conséquences juridiques, » a répondu Matthew. « Vous êtes confronté à quelque chose de beaucoup plus primitif. » Gumeau a activé un ordinateur portable et projeté des images de surveillance sur le mur. L'écran a montré une rencontre avec Clayton 6 mois plus tôt avant qu'Ashley n'ait même été recrutée pour l'opération. « Vous l'avez approché d'abord », a observé Matthew. « Ashley n'a pas séduit Clayton. Vous l'avez livré comme un sacrifice. » Les images ont continué à montrer Edith offrant à Clayton une intelligence détaillée sur les routines de Matthews, les pratiques commerciales et les relations familiales.
Sa voix est clairement venue comme elle a décrit son beau-frère comme faible et prévisible. Voici la partie qui m'intéresse vraiment, a déclaré Matthew alors qu'une nouvelle vidéo commençait à jouer. Celui-ci a montré qu'Edith disciplinait ses propres enfants avec une cruauté décontractée, criant à Emma, 8 ans, pour avoir renversé du jus et giflé Marcus, 10 ans, pour avoir oublié de faire ses devoirs. Vous n'êtes pas seulement un co-conspirateur, a poursuivi Matthew. Vous êtes une mère abusive qui prévoyait d'utiliser l'argent de l'assurance de votre sœur pour maintenir un style de vie que vous ne pouviez pas vous permettre tout en terrorisant vos propres enfants. La façade d'Edith a finalement craqué. Il mérite la discipline. Les enfants ont besoin de conseils fermes. Les enfants ont besoin d'amour et de protection, a déclaré Dwayne. Quelque chose que vous n'avez jamais fourni. Théodore a sorti un fichier épais. Nous avons enquêté sur vos antécédents, Edith. 3 écoles différentes ont signalé une maltraitance présumée d'enfants. Vos voisins ont déposé des plaintes concernant les cris et les pleurs de votre maison. Les services sociaux ont un dossier ouvert sur votre famille. La portée de leur enquête était stupéfiante. Ces hommes avaient rassemblé une image complète de la vie d'Edith, documentant des années d'échecs en tant que mère et être humain. Que voulez-vous ? Demanda Edith, sa voix à peine un murmure. Justice, a répondu Matthew. Mais la justice prend différentes formes en fonction du crime. James est avancé avec un document juridique. Il s'agit d'une confession détaillant votre rôle dans le complot pour assassiner Matthew Wiggins. Il comprend également une reddition volontaire de garde pour vos enfants pour les services de protection. Je ne signerai pas ça. Oui, vous le ferez, a dit César, sa voix portant le poids.